chaussures. J'en ai marre, 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 j'en ai marre. Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors si vous ne connaissez pas encore Marchenko, c'est une chaîne où on parle rando, trucs et astuces, du matériel et tout ce qui touche en règle générale à la rando. Si vous appréciez cette chaîne et que vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos à venir, eh bien je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et ça n'engage à rien. Et en plus, ça nous motive pour vous proposer plus de contenu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux chaussures. Vaste sujet déjà abordé maintes et maintes fois, mais les choses évoluent très vite en matière de matériaux et c'est toujours utile, je pense, d'apporter sa pierre à l'édifice. Haute, basse, en cuir, en synthétique, la sécurité, la polyvalence, la durabilité, la protection, l'isolation. On va essayer d'y voir un peu plus clair sur les choix qu'on peut faire en termes de chaussures de randonnée, suivant la rando ou le trek que l'on souhaite faire bien sûr, en tenant compte de la nature du terrain, la météo, le budget bien sûr, le poids du sac à dos et je vous dirai en fin de vidéo quelles chaussures personnellement j'utilise et pourquoi. Alors soyons clairs, je ne suis pas là pour vous dire quoi prendre comme chaussures, ce sont des éléments de mon expérience à moi, mon vécu, mon ressenti, et c'est à vous de faire votre propre choix en fonction de tous ces éléments. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais plutôt pour vous aider dans votre choix. Alors l'évolution des chaussures de randonnée a été une évolution constante, surtout alimentée par des avancées en matière de matériaux, de technologie et une compréhension plus profonde des besoins des utilisateurs. Je vous propose un bref aperçu des étapes clés. En tout premier lieu et historiquement, les gens utilisaient des bottes et des chaussures en cuir pour la randonnée. Je ne parle pas ici de chaussures aussi anciennes que celles de Otzi, qu'on voit ici, un homme préhistorique momifié naturellement dans un glacier que deux touristes allemands ont retrouvé en Autriche en 1991. Non, on va pas aller aussi loin. Fin 19e, début 20e, les chaussures étaient lourdes et ça manquait sérieusement de caractéristiques nécessaires pour une randonnée confortable et sur de longues distances ou un terrain accidenté. Et côté semelle, j'en parle même pas. Les premières chaussures étaient lourdes et rigides, conçues surtout pour protéger les pieds des éléments naturels. Dans les années 1930, l'alpiniste italien Vitale Bramani a inventé la semelle en caoutchouc Vibram, qui a considérablement amélioré l'adhérence et la durabilité, rendant d'ailleurs la randonnée bien plus sûre et beaucoup plus confortable. En 1937, Carrare Marteau représente la première signature innovante de Vibram pour l'alpinisme et la randonnée en terrain difficile. Après la Seconde Guerre mondiale, la randonnée et les activités de plein air sont devenues bien plus populaires, ce qui a conduit à des innovations dans la conception avec un meilleur soutien de la cheville et des capacités d'imperméabilisation qui ont été développées, améliorant la stabilité et la protection. Bon, il faut avouer que côté vêtements, on n'était pas encore sur les hautes performances techniques d'aujourd'hui, mais cela s'améliore très vite. En effet, dans la seconde moitié du XXe siècle, l'introduction de matériaux synthétiques tels que le nylon et le Gore-Tex ont révolutionné la construction de chaussures. Ces matériaux offraient un poids plus léger, une meilleure respirabilité et une meilleure résistance à l'eau par rapport au cuir traditionnel. C'est Bob Gore, fils de Bill, qui arrive à développer en 1969 une matière laissant s'échapper la transpiration, mais empêchant le passage des gouttes d'eau. Et toujours dans les années 1980 et 1990, les fabricants ont commencé à produire des chaussures de randonnée légères et basses qui offraient une agilité et un confort avec un soutien et une protection suffisants pour la randonnée, car oui, jusqu'à là, on se trouvait qu'avec des chaussures à tige haute. C'est alors la tendance vers les chaussures minimalistes et basses, alimentées par l'idée que cela pourrait conduire à un renforcement de la cheville et à un mouvement plus naturel du pied.
Alors les avantages, depuis un bout de temps maintenant, on nous rabâche que pour randonner, il faut des chaussures hautes et qui enveloppent bien la cheville et qui soient rigides. Le problème, c'est qu'à force d'emprisonner nos chevilles, nous ne les faisons plus travailler. Pas plus que les muscles ou les ligaments. Les chaussures basses, en sollicitant les muscles et les ligaments de la cheville, permettent de se remuscler avec le temps, donc de se renforcer et ainsi éviter de se faire une entorse. Les pieds sont libres, les mollets peuvent jouer leur rôle d'amortisseur lors de l'impact au sol et donc faire beaucoup moins travailler les genoux. On parle ici d'une meilleure liberté de mouvement et de confort. Moins de matière sur la tige, des matériaux moins lourds, des semelles plus fines. Les chaussures tige basse sont des poids plumes comparées aux tiges hautes. Cette légèreté réduit la fatigue des pieds et des jambes. Les chaussures basses offrent une flexibilité supérieure à celle des chaussures hautes, ce qui les rend idéales pour s'adapter à une variété de terrains et de conditions. Leur conception permet une très bonne adhérence et un très bon contrôle sur des surfaces variées telles que les sentiers rocheux, boueux ou escarpés. De plus, la flexibilité des chaussures basses favorise un meilleur contact pour sentir le terrain sous ses pieds et permet de réagir plus efficacement aux obstacles et aux changements de terrain. Cette connexion avec le sol offre encore une fois une meilleure expérience de randonnée, plus immersive et plus enrichissante. La flexibilité qu'elle procure est souvent appréciée de nos pieds, le déroulé du pied est ainsi plus fluide. Avec les nouveaux matériaux en mèche par exemple et le fait que toute la cheville ne soit pas emprisonnée, leur conception légère et aérée permet une meilleure circulation de l'air, réduisant ainsi le risque d'ampoules, d'irritation et de surchauffe du pied, surtout lors des randonnées estivales quand il fait bien chaud. C'est un des premiers critères pris en compte par les fast hikers ou les randonneurs ultra légers. Moins de matière, matériaux en mèche, souvent plus fines, mais ce n'est pas le cas de toutes les chaussures basses. Les chaussures hautes sont évidemment plus protectrices pour la pluie, mais si vous choisissez une paire basse membranée en Gore-Tex, même en pluie continue, cela fonctionne plutôt bien. À l'achat, le prix des chaussures tige basse est plus économique, de quoi soulager les finances, mais au rapport prix-kilomètre, le tarif est à peu près identique, voire même plus élevé, car l'usure sera plus rapide, généralement sur des tiges basses. Et oui, ça peut aussi compter. Les lacets ne sont pas rares à se défaire lors d'une journée de marche. On hésitera donc moins à retirer un caillou dans sa chaussure et à les enlever lors des pauses pour aérer les pieds. Sur des chaussures basses, il n'y a plus que le nœud à faire ou au pire un cran à passer, c'est beaucoup plus facile et rapide. En conclusion, les chaussures basses offrent une approche alternative et très enrichissante de la randonnée, avec leurs propres avantages ergonomiques, pratiques et sensoriels. Les fabricants ne s'y sont pas trompés et proposent un choix en chaussures typées randonnée, mais aussi en trail et ultra trail, ou même chaussures d'approche avec pare-pierre. Leur légèreté, leur flexibilité et leur connexion avec la nature en font un choix attrayant pour les randonneurs qui recherchent une expérience plus légère, plus agile et plus immersive en plein air. Mais voyons quand même dans quel cas il est préférable d'utiliser des chaussures à tige haute. La sélection des chaussures de randonnée est une décision cruciale pour tout randonneur, car elles peuvent grandement influencer le confort, comme on l'a vu, la performance et même la sécurité. Certains aspects peuvent faire pencher la balance du côté des chaussures hautes plutôt que des chaussures basses, comme par exemple la durabilité, le fait d'avoir des problèmes de cheville de manière chronique,
le poids du sac à dos, le terrain et la météo. Grâce à leur construction solide et à leur soutien accru, les chaussures de randonnée haute sont des chaussures idéales pour des terrains techniques et difficiles. Elles offrent une stabilité supplémentaire lors de la marche sur des surfaces inégales, des pentes abruptes ou des terrains rocailleux. Cette stabilité accrue procure une confiance supplémentaire dans des environnements difficiles. Elles sont bien adaptées pour porter des charges lourdes, comme celles transportées lors de randonnées avec un sac volumineux et lourd. Les chaussures de randonnée haute offrent une meilleure protection contre les intempéries, telles que la pluie, la neige ou la boue. Essayez avec des tiges basses et vous verrez que ce n'est pas aussi agréable. Donc en résumé, les cas les plus fréquents où il est préférable d'utiliser des chaussures hautes seront lors d'une rando longue avec un sac volumineux et lourd, en hiver pour une meilleure isolation et résistance aux intempéries. Et si vous souhaitez des chaussures plus durables et robustes, cela permet de résister aux rigueurs de la randonnée sur des terrains difficiles et de maintenir leur intégrité structurelle sur le long terme. Si vous avez des gros problèmes de cheville, même si on a vu que marcher en chaussures basses peut régler ce problème sur du long terme, si vous randonnez en milieu accidenté comme des pierriers et que vous manquez d'expérience, cela peut être préférable de se protéger les chevilles. Un article, ou plutôt une étude, se basant sur une thèse de Michael Pécollet dans le cadre de l'ostension du doctorat en médecine, thèse soutenue publiquement à la faculté de médecine de Grenoble, le 18 décembre 2015 a été publiée. Il s'agit de la thèse portant le nom de « Études épidémiologiques et influence du chaussage dans les traumatismes de cheville en randonnée pédestre en 2013-2014 » et donc une étude signée Michael Pécollet. C'est une étude qui a permis d'analyser 126 patients admis aux urgences de l'hôpital sud du CHU de Grenoble pour un traumatisme de la cheville, de la jambe ou du pied en randonnée pédestre dans la période de janvier 2013 à décembre 2014. Suite aux résultats de leur travail et en conclusion de la thèse, je cite: « Nous ne pouvons pas recommander le port de chaussures à tige haute pour la prévention des lésions ostéo-articulaires de la cheville en randonnée pédestre. Cependant, nous pouvons souligner l'importance d'un chaussage adapté au terrain avec une semelle de qualité pour la prévention des différents types d'accidents tels les glissades. » Je vous mets le lien de l'étude dans la description de la vidéo. En d'autres termes, il est souligné que la semelle a énormément d'importance sur la sécurité en randonnée, plus que le facteur tige haute ou tige basse. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo, si vous le souhaitez, que j'aurai le plaisir de vous proposer. En attendant, j'espère que j'aurai pu vous aider à faire votre choix. Il n'est jamais facile, mais vous avez tous les éléments en main. Personnellement, j'utilise des chaussures basses pour des conditions 3 saisons dans des terrains faciles et modérés. Je ne m'aventure d'ailleurs que très rarement dans des pierriers, n'étant pas mon terrain de jeu. Et pour l'hiver, ou pour des randos à la journée très pluvieuse, j'opte pour des chaussures à tige mid avec des membranes Gore-Tex. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes randos, sortez dans la nature et à bientôt.